I went to him and said, what are you trying exactly to do? He said, we were trying to build an index that will have all the most liquid bonds in Africa. I said, where have you been before? He said, we went to all the major players. I said, really? We are the major players. He said, but we don't know who to talk to. Are you sure? I'm in front of you. And that's how the African Financial Bond Market Index, Bloomberg Index was, the African Bond Market Index was built between the African Development Bank and Bloomberg. 2 years later, because I was talking to all my bosses about Africa, I was saying we have to do this in Africa, we have to invest in Africa doing this. At some point they said, okay, you do it. And I heard about this African Domestic Bond Fund. I'm talking about this African Domestic Bond Fund because not only it's a product that will help to integrate the financial market within Africa, but it's an innovative product. So only mentioning those two products, one innovative product and one product that can integrate the market, was enough reason for me to accept to moderate this panel. But I will not be doing the talk. The panelists will be doing the talk. You will be participating because it's a debate. At AFME, we're very open-minded. So feel free to participate as long as we're talking about financial market. We're not talking here about politics. We're talking about financial market as integration tool and innovation tool. So I will welcome on this desk the first panelist, Mr. Kassim Diop, who's the representative of the CEO of BRVM. A round of applause for him. The next person I'm going to call here, it's Mr. Olufemi Onifade, who's representing the CEO of Nigeria Stock Exchange. Yep. Next, I think I'm going to have Mrs. Kantusan next to me. So, welcome Mrs. Sane Kantusan, who is Directrice General of CGF. Last but not the least, is going to be Mr. Stephen Mulema, who's the Director of Financial Market at the Bank of Uganda. I'm good at selling our products, but what I'm not able to do is to present those panelists. I think they can present themselves better. So I'm going to start with Odile Kantusan to introduce herself. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Odile Kantusan. Je dirige une société de gestion et d'intermédiation, donc agréée au niveau du marché financier de l'UEMOA, au niveau du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Donc, notre rôle s'articule autour de plusieurs points. D'abord, le marché secondaire à travers les activités de trading, la conservation à travers les fonds et les titres que nous détenons pour le compte de tiers. Et également, nous travaillons activement dans le conseil à travers l'accompagnement d'émetteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités locales ou des États. Donc, nous avons également créé une société de gestion d'actifs pour tout ce qui est mise en place de produits de gestion collective. Merci. Merci beaucoup, Marie-Odile. Please, can you introduce yourself, Mr. Kassim Diop?
Oui, bonjour tout le monde. Je suis Khassim Diop, donc directeur de l'antenne nationale de bourse du Sénégal, donc en poste officiellement depuis janvier 2017. Donc après un peu plus d'une dizaine d'années passées au siège à Abidjan. Donc comme vous le savez, la bourse c'est le marché financier, donc fait partie du marché financier chargé donc de la cotation des valeurs mobilières. Et nous travaillons également avec le dépositaire central, banque de règlement, chargé donc de la conservation et du dénouement des opérations de bourse. Je vous remercie. Good afternoon. My name is Femi Onifade, the head of the International Primary Markets business for the Nigerian Stock Exchange. In my current role, I'm responsible for developing the international capital markets business for the exchange, as well as currently overseeing the product development, liquidity, and capital market enhancement initiatives of the exchange. This includes representing the exchange on projects such as the WACME, as well as the Africa Exchanges Linkage projects, as well as developing the exchange derivatives markets. Thank you. Thank you very much. Stephen, do you want to introduce yourself, please? Thank you. My name is Stephen Mulema. I'm the Director for Financial Markets at the Bank of Uganda, a role in which I lead a team that manages the foreign exchange reserves, implements monetary policy, but more important for this gathering, issuing of the government securities on behalf of the government of Uganda. I'm delighted to be here at the AFMI workshop. In the past, I was working with the African Development Bank, and I was part of the team that was spearheading the setting up of AFMI. So it's a pleasure to see that it has come this far, and strides are continuing to be made. And I hope we have a good discussion. Thank you. Okay, thank you very much to all the panelists. As we said, we're going to discuss mostly about this integration and innovation, but I'm sure these panelists here on the panel, they've come across innovative product within the capital market, and then we would like them to talk about those innovative products and how they see those products making the market more integrated. I will start with probably Stephen Mulema. Thank you. Perhaps I could share some of the innovations that are coming up in the East African region. We do have, as you may be aware, we have an East African community that has an objective to create one market for all financial products. This is an initiative headed by the East African Community Secretariat, but being run by all the countries in the market. I happen to represent my country on this the Financial Market Subcommittee, and what we are doing is we have a project that intends to link all to create one market for financial products. And how are we going to do this? Our first efforts were to make sure that we have one exchange and one depository for all the financial products. However, we faced a challenge, as I'm sure you're all aware, in terms of each market having the intention of keeping its depository and trading platforms in their own jurisdictions. We engaged certain consultants, and we have developed a model where we are linking all the depositories within the region, both on the exchanges and the government securities, and as well as the trading platforms, to have through one mechanism called a smart order routing. What will this smart order routing do? It will be able to, anyone in the region will be able to see all the securities that are available for trading in any of the markets. They'll be able to, through their brokers, trade in a buy or sell in any of the instruments in the region.
Now, the important piece is that the markets have different structures. For example, in Kenya, you only trade securities through a broker. In Uganda, there's an OTC environment for government securities. And Tanzania, is a different model. So the markets will maintain whatever model they are accustomed to. However, the smart order router will work through each of the brokers in those markets to be able to bring the orders into one center. So our vision is that when this platform goes live, which we expect at some point in 2018, we shall be able to have a significant liquidity in all the instruments, both government and private sector securities, and have one regional market for the financial products. The other major development that is happening, I'm sure is happening elsewhere in Africa, is related to the mobile phone products. As you know that most of these products were developed mostly to transfer money, but over time, it turns out that a lot more can be done with them. Okay, in Kenya and in Kenya, they've developed a savings product for government securities, specifically on the mobile platform. In Uganda, we are doing the same. We obviously have to create a separate retail product for users of this specific segment of the market. It will be, we don't envisage that it's something that will get more wholesale transactions, obviously. So it's more a savings tool, it's a tool for financial inclusion and a tool to get the retail investors more accustomed to saving of financial products. So those are the two channels. One is a wholesale channel, linking all the markets together. The other is a retail channel that is a more product for financial inclusion, but hopefully over time it will become a product by which you can borrow and lend money from the service providers. Thank you. Kasim, I heard from Ulema about this M-Akiba. I think he's talking about M-Akiba. Do you think it's a product that could be copied and that the UMOA region could copy? If you could leverage from that experience and do the same here, because as... Absolument, le projet de développement d'utilisation du mobile pour passer des ordres de bourse à travers son mobile est prévu au sein de l'UMOA. Alors ce qu'il faudrait noter, c'est que nous avons une contrainte réglementaire, donc le dispositif est là. Il y a eu certaines innovations qui ont été apportées au niveau technologique, notamment avec le Fixed Gateway qui permet l'interconnexion donc des sociétés de bourse, mais également avec l'interconnexion des rediffuseurs d'informations, tels que Bloomberg, Reuters, etc., qui sont connectés avec notre Fixed Gateway. Et donc je pense qu'il y a des sociétés de gestion qui ont déjà mis le dispositif pour pouvoir transiger à partir de leur mobile, et puis voilà. Lorsque vous dites qu'il y a des sociétés de gestion de bourse qui l'ont déjà fait, est-ce que Madame Marie-Odile Kantoussan, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ou c'est une invitation pour lui que vous le fassiez? Donc, on aurait bien aimé raconter l'histoire comme en Afrique de l'Est, parce qu'effectivement, tout ce qui a été dit est prévu au niveau dans le cadre du projet WACMIC. Donc, vous avez réussi aujourd'hui à avoir un dépositaire central unique, à créer une plateforme de trading unique au niveau de votre zone. Nous travaillons dessus depuis de longues années et malheureusement, ce n'est pas encore effectif. Parce qu'aujourd'hui, le dépositaire central nous aurait permis de pouvoir échanger des titres à travers les différentes bourses, Nigeria, Ghana, pour pouvoir au moins dire qu'on est dans un marché complètement intégré. Mais c'est le lieu aussi de saluer une tentative qui a eu lieu avec la triple cotation d'ETI, qui a permis, nous, à l'époque, au niveau de CGF, de pouvoir tester la possibilité de travailler en interface avec un broker basé au Ghana, un broker basé au Nigeria, pour regarder le temps de settlement qu'on pouvait obtenir. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'il nous faisait 3 semaines entre l'ordre et
le règlement livraison. Donc pour vous dire que si les marchés ne sont pas intégrés, il est très très difficile d'aller dans ce sens-là. Pour le Fixed Gateway, effectivement, aujourd'hui, CGF Bourse fait partie des SGI qui ont pu se connecter en live pour pouvoir bénéficier aujourd'hui et faire bénéficier à nos clients du suivi du marché, de la possibilité de passer des ordres en ligne, mais on est à mi-parcours du schéma global qui est disponible parce que le schéma prévoit qu'on passe complètement à une bourse en ligne. Donc la bourse en ligne n'est pas encore effective. On attend que les instructions du Conseil régional puissent le permettre et qu'on puisse permettre à nos clients de passer des ordres sans pour autant être obligés de faire la confirmation par la suite par courrier. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. Attendre qu'il y ait la réglementation pour permettre la bourse en ligne. Pour le Fixed Gateway, effectivement, c'est très très pertinent parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la collecte des flux de données, nous n'avons plus à saisir ces flux de données-là et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le cadre de nos analyses de portefeuille et également dans le cadre des allocations en fin de journée dans le cadre du trading. Donc l'autre innovation, je pense, au niveau de notre zone, c'est aujourd'hui l'ouverture vers la finance islamique qui permet de pouvoir toucher un certain nombre d'investisseurs parce que c'est important de considérer les zones et tenir compte aussi des différentes cultures de ces zones-là. Ça, je pense que c'est une manière de pouvoir approfondir la profondeur du marché. On parle des outils, c'est bien ce que le Kenya a réussi avec le téléphone, pouvoir collecter dans les émissions publiques juste avec les téléphones. Et ce serait bien aussi que ça puisse toucher tous nos pays, parce que s'il y a une chose qui est inéluctable aujourd'hui, c'est que tout le monde a le petit appareil qui est le téléphone. Donc c'est très important qu'on puisse s'adapter à nos économies et qu'on puisse aller dans ce sens-là. Parce que le développement des marchés nécessite forcément qu'on ait une profondeur réelle et malheureusement aujourd'hui cette profondeur est limitée parce qu'on ne touche pas à toute l'épargne de nos économies. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui justifiait le fait que vous mettiez trois semaines pour avoir un retour par rapport aux ordres que vous passiez? En fait, quand on reçoit l'ordre, il faut pouvoir envoyer les fonds. Donc déjà, on se retrouve à la barrière des monnaies qui sont différentes. Donc, il faut pouvoir envoyer les fonds. Il faut que le trader de l'autre côté passe l'ordre au moment de la réception des fonds. Par la suite, le transfert des titres n'ayant pas un dépositaire central unique, c'est le chemin inverse. Il faut que ce dépositaire-là puisse faire le transfert des titres de son lieu de conservation vers une autre zone. Donc, entre le paiement, le règlement, livraison, ça prend quand même 3 semaines. OK. Merci beaucoup. 3 semaines, c'est assez long sur les marchés financiers. De mémoire encore, je me rappelle quand de Londres, tu ouvrais ton terminal le matin, tu prenais le téléphone, tu appelais quelqu'un en Chine, si c'était ouvert, enfin, tout est 24 sur 24 en tout cas, ou tu appelais quelqu'un en Australie, tu avais l'information et tu passais l'ordre s'il le fallait. Attendre 3 semaines avec l'information dans la main, ça me semble assez long. Mais comme elle dit, il faut pouvoir travailler dessus pour réduire ce délai et éventuellement les éliminer. Parce que l'argent, en principe, ne devrait pas dormir. Et ça doit pouvoir couler. On a parlé tout à l'heure du cost of access lorsqu'on parlait de l'African Domestic Bond Fund. On a parlé we talked about liquidity, we talked about transparency, and we talked about diversification as some of the key elements that are a good element, for this product. I'm sure my colleague Olufemi from the Nigeria Stock Exchange here will be happy to talk about this product and how we see it in Nigeria. Why am I asking this? I'm asking this because the product, when it will be launched, will be listed in Mauritius Stock Exchange, but
What we intend to do at the ADBF is then to list it in other stock exchanges. We're hoping to have several dual listing agreements between stock exchanges, and Olufemi to my right can talk how we can see this benefiting the Nigeria market. Thank you. I think a good place to start when we're considering this is the fact that from the last two panels, there was the emphasis on product availability being one of the constraints for investors in terms of them being able to invest, having the variety of products to diversify their portfolios whilst staying within regulatory boundaries. I think that's one of the benefits that this particular fund will bring to the market, giving for the first time an opportunity for you to cost effectively be able to invest across local currency instruments of different African sovereigns that ordinarily you probably would not be able to achieve because of access and convertibility of currencies. The ability of the product to also be listed across different jurisdictions, and the fact that a core element underlying the operations of the instrument is the fungibility across these markets, will also help in enhancing integration and will also help in enhancing knowledge of markets. When I say knowledge of markets, I'm talking about the fact that in the different markets, you start to, for the first time, get information about the performance of the index, and as well as being able to drill further to find out about the performance of the constituent instruments within the index. So I'm sure you would have a situation where a lot of market participants probably do not know what the yield environment is like, even in South Africa or Kenya. Now, this raises the awareness of that, and what we found in our own initiatives or partnering with a lot of exchanges is that one that is welcome. I think it's something that engagement with regulators to ensure that if there are any potential restrictions in investors being able to access the product, that those concerns are laid to bear and investors get the benefit of the opportunity of investing via the ETF in something that could be very beneficial for further development of the CSDs and the exchanges that participate in this. Thank you. So if you were to talk about that product to investors willing to invest into it in Nigeria, will you ensure them that they will be able to redeem easily when it? Absolutely. Ability to redeem, or as it were, liquidity of any financial instrument is very key to its success. There needs to be, and as I'm aware internally, that there is a relatively robust mechanism around making sure that there's liquidity and secondary market activity around the instrument. So yes, people need to be able to know that I can pursue my investment objectives and also have the capacity to exit instruments as and when I want. So now, if I was to choose between the region that Hasim is covering and Nigeria that you're covering, what would be the main advantage for me listing that product in Nigeria versus, I don't know, Dakar or maybe Abidjan? I'm asking this question, but Hasim, feel free to intervene. Okay, so now we're getting into the sales speech part of this. Okay, so one of the advantages of coming to the Nigerian market, I think, is that you already have a robust platform that can support multiple asset classes, of which ETFs is something that is also not new to the Nigerian investing public, both on institutional and retail levels, as well as the fact that you have a demonstrated pool of active demand seeking alternative instruments to invest in on an ongoing basis.
as well as the fact that you have a regulatory environment that is welcoming to innovative products. There's a lot of capital development activities that are currently ongoing, from issues around dematerialization, increasing retail investor awareness, to launching new products. I'm sure you're aware that we've recently introduced a sovereign savings bond that has seen a large success relatively, considering that it's still paper-based, and it's been able to bring on board as many as 7,500 new retail investors. It shows an appetite. So in Nigeria, we have a saying that says that, well, it's not new news. There's the initiative that a major mobile network is going to list in the market. And despite the fact that there's a lot of saying that, oh, the market is not too liquid, the market is not too liquid, every single person on the street, even a fish seller, if you were to ask him that if MTN comes to the market, would the issue be oversubscribed? Everybody knows that, yes, it will be oversubscribed. So there's money. And there's a lot of money looking for good investment outlets to channel it to. And I think this is something that would make sense to investors. Thank you. Thank you, Cedric. We know where to go next to look for money. He said there was money in Nigeria, but it wouldn't be fair if I didn't give the opportunity to Hassim to defend what the BRVM could do for us. Oui, merci, Tandley. Alors, donc, pour abonder dans le même sens que mon ami du Nigeria, effectivement, les bourses africaines ont quasiment les mêmes problèmes, notamment le problème de liquidité, la petite taille donc de leur marché, l'étroitesse et l'accès des PME, sachant que les PME constituent 80%, donc qui tirent l'économie des pays de la région. Et bien sûr, la faible intervention du secteur privé. Au niveau de la bourse, on voit que le secteur privé a très faiblement sollicité le marché. Alors, la BRVM, c'est une bourse régionale pour les 8 pays de l'UEMOA. Bon, après 20 ans d'existence, nous sommes aujourd'hui à 40, à peu près 34, 35 bientôt sociétés cotées, dont les 34 sont ivoiriennes. 31 lignes obligataires avec une capitalisation boursière de 6 500 milliards pour le marché des actions et 2 500 milliards pour le marché des obligations. Donc, qu'est-ce que la bourse fait pour un peu essayer de développer ce marché? Bien sûr, c'est d'ouvrir un troisième compartiment donc pour les PME, PMI et les entreprises à fort potentiel. Créer, développer des bonds pour la diaspora, donc pour qu'ils développent donc leurs secteurs territoriaux. Et puis inciter bien sûr les grandes entreprises à se faire coter, bien qu'il y en a qui sont encore réticentes. Et bien entendu, le projet majeur, c'est l'intégration des marchés de capitaux. Donc, il y a un projet d'intégration des marchés de capitaux de la CEDEAO, donc qui s'appelle le WACMIC, West African Capital Market Integration Council, et donc qui va se faire en 3 phases. Donc, ce projet a démarré depuis 2013 avec une réalisation en juillet 2015. Donc, les 3 phases. La première phase, c'est qu'un broker de l'UEMOA va se faire sponsoriser s'il va intervenir au Nigeria par un broker du Nigeria ou du Ghana ou de la Sierra Leone ou du Cap-Vert. Alors, ce sponsor-là va faire des opérations pour le compte de son partenaire UEMOA ou Ghana ou Nigeria. Donc, cette première phase a connu un succès en 2015 avec une réalisation entre un broker du Ghana et un broker du Nigeria. Donc, la deuxième étape, ce sera que les passeports, qu'il y ait un passeport commun et des visas reconnus mutuellement. Ça veut dire que si un broker est agréé, une société de gestion est agréée, donc au niveau de l'UEMOA, cet agrément est reconnu et ce visa est reconnu donc au niveau du Nigeria ou du Ghana ou de la Sierra Leone. Et la phase ultime, ce sera de mettre en place une plateforme unique, c'est-à-dire une bourse unique de la CEDEAO. Les bourses locales vont toujours exister, mais il y aura cette plateforme unique qui va permettre l'interconnexion donc de toutes les places boursières. Donc, je pense qu'on est totalement en phase par rapport à tout ce qui est innovation et développement. Et bien entendu, le projet de troisième compartiment pour les PME qui nous tient véritablement à cœur et nous espérons que
ce compartiment verra le jour d'ici peu. Merci. D'accord. Et comment comptez-vous régler les arbitrages politiques? Je taquine mes amis de l'Afrique centrale, je suis originaire de l'Afrique centrale moi aussi, où on avait avant 2 bourses, même s'il n'y avait qu'une ou 2 sociétés par là côté. Ce n'est que récemment qu'elles ont pris la décision sage de regrouper ça en un seul endroit. Ça ne faisait pas de sens du tout. Et même, enfin, le tout, c'est pas d'avoir une bourse, mais c'est d'avoir les sociétés cotées en bourse. C'est pas tout d'avoir une grosse fin. Ça sert à rien d'avoir une maison de 10 chambres si vous avez qu'un enfant. C'est pas, je vois pas l'utilité. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce que, au niveau de l'arbitrage politique, parce que j'imagine que peut-être le Sénégal voudra que ce soit au Sénégal, Abidjan voudra que ce soit Abidjan. Est-ce que vous avez anticipé ça? Est-ce que c'est réglé? Alors, ce sont des points que, bien entendu, les régulateurs, puisque au niveau du WACMIC, donc il y a le WACMIC qui est le regroupement des bourses, mais également, ils ont le même organe pour les régulateurs. Donc, c'est un des freins qui a été soulevé, parce que de la même manière qu'on travaille sur le regroupement des bourses de la CEDEAO, le même projet est en train de se faire pour les bourses de la zone franc, donc notamment avec l'Afrique centrale. Et on avait effectivement identifié ce facteur bloquant, qui est non seulement un problème de devise, puisqu'en fait nous avons le même CFA, mais il y a ce changement de devise. Et deuxièmement également, il y a un problème réglementaire qui va se poser, mais il s'agira de remettre à plat tout ce dispositif-là, et que également les politiques s'engagent à faciliter cette intégration, donc des places financières, mais c'est pris en compte et les comités ils réfléchissent pour voir comment lever ces différents verrous. Merci beaucoup. Je vous ai dit depuis le début que ce n'était pas une discussion entre nous 4, ce n'était pas un débat entre nous. Je vais donc demander aux participants de poser des questions à ce niveau de la discussion avant qu'on revienne de nouveau sur le panel. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. J'en vois une vers ma gauche, deuxième rang. Bonsoir. J'ai une seule question qui concerne l'objectif de la mise en commun des différentes places boursières. En fait, actuellement, l'objectif des autorités, c'est l'approfondissement du marché. Ils visent beaucoup plus la profondeur du marché, pas un volume important de titres. Je voudrais savoir, selon vous, comment est-ce que la mise en commun de ces marchés-là va permettre l'atteinte de cet objectif-là. Parce que selon moi, quand on va permettre aux différents investisseurs de l'UMOA, par exemple, d'investir au Cameroun, par exemple, je pense que la liquidité qu'ils devaient utiliser pour investir, pour augmenter, par exemple, le volume des titres en circulation dans l'UMOA, va baisser au profit de ce volume-là, alors que les marchés ne sont pas encore assez matures, en fait, assez profonds. Merci. On va prendre une deuxième question avant de pouvoir répondre ici. Oui, bonjour, j'ai une question pour la BRVM. J'essaie juste de comprendre comment est-ce que les États décident d'émettre leurs obligations et de coter à la BRVM ou plutôt d'aller dans le marché OTC. Merci. Que peut-être Hassim, tu veux prendre la première partie, la deuxième partie de la question, ou même les deux, si... mais quelqu'un d'autre pourrait rebondir dessus. Alors, si j'ai compris, la deuxième question, c'est comment les États décident d'aller émettre des bons, par exemple, sur des places étrangères et pas sur la BRVM, non? Oui, alors bon, ça maintenant c'est dans la tête des conseillers techniques du ministre des Finances ou de l'émetteur qui va mettre en place tous les mécanismes qui lui sont offerts pour lever des fonds.
Donc, il peut dire, bon, voilà, j'ai peut-être trop sollicité le marché financier. Bon, maintenant, je vais aller sur les bons du Trésor, ou je vais utiliser d'autres mécanismes. Maintenant, personnellement, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui permet aux émetteurs de décider. Qu'est-ce qu'il est. Mais simplement, je me dis qu'ils ont plusieurs sources de financement et ils choisissent la source qui est la plus abordable, en fait, qu'ils jugent la plus opportune. Alors, pour la première question, donc objectif de la mise en commun des marchés de capitaux, alors je me dis que aujourd'hui, rien que la BRVM, c'est 44, presque 40, bientôt 45 sociétés cotées, 28 sociétés de bourse, une capitalisation boursière de 6 500 milliards. Alors, le fait de regrouper ces places boursières-là va bien sûr améliorer la liquidité du marché. Et donc, le marché donc, des actions également sera moins étroit. Et donc, nous aurons par exemple facilement, si nous regroupons ces places boursières, nous aurons 351 sociétés cotées. Avec 263 sociétés, près de 300 sociétés cotées en bourse. Donc, cette bourse de la CEDEAO sera la deuxième bourse africaine après Johannesburg. Donc, du coup, ça permettra, n'est-ce pas, donc d'élargir le marché. Et par exemple, en termes de capitalisation boursière, nous aurons peut-être 131 milliards de capitalisation boursière de dollars. Donc pour nous, c'est un avantage, effectivement, et un intérêt à intégrer ces marchés de capitaux. Maybe Mrs. Kantoussan would like to add to this. Oui, donc je pense que sur la question posée par rapport au marché domestique, c'est important qu'on puisse travailler dans le sens de l'amélioration des fondamentaux des marchés avant de parler d'une fusion. Aujourd'hui, nous avons pas mal de choses qui nous échappent, des éléments qu'il faut améliorer, que ce soit dans le cadre des règlements livraison, que ce soit dans le cadre de la profondeur des marchés. Nous n'avons pas aujourd'hui assez de titres cotés. Donc, je pense tout à l'heure, Hassim a donné la liste, une liste qui est très très petite, à notre avis, pour une vingtaine d'années d'expérience. Donc, il faut réellement pouvoir travailler sur la liste des émetteurs, qu'on ait beaucoup plus d'opérations, autant sur le marché obligataire que pour les sociétés cotées. Le problème fondamental, à mon avis, c'est surtout par rapport à l'amélioration de la liquidité. Aujourd'hui, nous travaillons sur un marché qui vise les mêmes types d'investisseurs. Il est important qu'on puisse, dans les agrégats qui sont donnés, intégrer l'agrégat fondamental de la population. Nous avons affaire aujourd'hui à une zone où la population est dense, où on peut aujourd'hui travailler sur des produits. Notre ami du Nigeria a parlé d'innovation, de produits innovants à leur niveau. La clé est à ce niveau-là. Qu'on puisse travailler davantage l'innovation à travers la structuration de produits qui répondent aux attentes des populations. Prenons tous nos pays respectifs, en tenant compte, bien sûr, de l'optimisation fiscale. Si on arrive à éduquer dans une dynamique d'épargne constructive, tout ce qu'on peut récupérer en termes de montants collectés uniquement à travers la population. Il ne s'agit pas de dire il y a les compagnies d'assurance, il y a les caisses de retraite, il y a les banques. À terme, on aura un frein. Et ça m'amène un peu à faire le lien avec la deuxième question par rapport aux États. Ce n'est pas un choix de l'un ou l'autre des marchés. Les deux marchés doivent être sollicités. Et c'est important justement de soulever une petite différence entre ces deux marchés. Sur le marché par adjudication, il y a un ciblage qui est fait, il y a un certain nombre de types d'investisseurs qui interviennent. L'épargnant qui a son compte bancaire, qui est à un niveau vraiment très très éloigné, ne peut pas aller intervenir directement sur le marché par adjudication. Les États doivent tenir compte du marché financier dans le cadre de leur programme de levée de fonds. Ça leur permet d'être proche de la population, de solliciter l'épargne aussi loin que possible à travers cette population et surtout à travers ces opérations d'appel public à l'épargne, de renforcer l'éducation financière. Si nous ne travaillons pas l'inclusion financière, nous n'aurons pas de pérennité dans la collecte de l'épargne. Nous avons vu aujourd'hui toutes les retombées que nous avons ressenties avec les nouvelles dispositions de la Banque centrale vis-à-vis des banques. Nous avons senti parce que tout simplement nous avons un marché financier piloté à travers la première niche d'épargnants, les banquiers.
Il faut qu'on arrive aujourd'hui à agir au niveau de cette profondeur, à accompagner les banques dans tout ce qu'elles ont eu à faire. Et pour ça, il faut que les autres institutionnels suivent et il faut que la population soit éduquée à construire une épargne, que ce soit via une banque, une société de gestion d'actifs, via une compagnie d'assurance. C'est vraiment quelque chose d'inéluctable. On parle d'intégration. Au niveau, rien que lui et moi, ce qui a été fait est formidable. Arriver à mettre en place une place financière avec 8 pays, mais on a une lacune principale qu'il faut aussi régler, c'est l'harmonisation fiscale. On ne peut pas dire aujourd'hui on émet des titres, le titre quand il est émis au Mali n'a pas la même fiscalité de revenus au niveau de l'investisseur sénégalais, de l'investisseur ivoirien, ainsi de suite. Ce problème-là, si on ne le règle pas et après on rajoute une autre dimension d'élargissement de ces marchés, ça va être des éléments qui vont venir limiter l'évolution. Dans d'autres pays, on parle de plan d'épargne rattaché à des optimisations fiscales. Ça aussi, il faut qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse accompagner l'assurance vie avec une optimisation fiscale. Tous ces éléments-là vont amener nos populations à pouvoir accompagner tout ce qui est en train d'être fait. La diaspora, oui, mais la diaspora ne va pas forcément venir sur les titres qui sont émis s'ils n'entendent pas un avantage quelconque qui leur est présenté. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui doivent être regardés et surtout travailler sur tout ce qui est liquidité. Et la liquidité dépend du montant de l'épargne collectée et de l'amélioration du nombre d'acteurs qui interviennent sur le marché. Je vais vous taquiner un tout petit peu. Ceux qui représentaient le public, beaucoup étaient là ce matin. Vous êtes du privé. Je voudrais savoir à qui finalement revient la tâche donc, de dynamiser ce marché, de créer ce produit dont vous parlez. Est-ce au privé ou est-ce au public de le faire? Ça, c'est une question très pertinente. Ça revient au privé avec l'accompagnement des organes centraux. Parce que les privés travaillent sur la base de textes établis par les organes centraux. Si ces textes ne répondent pas aux attentes du privé, le privé ne peut pas avancer. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la bourse en ligne. La bourse en ligne aurait permis aujourd'hui à toutes les personnes qui veulent venir sur le marché de pouvoir le faire où qu'ils puissent être. C'est bien quand vous avez donné l'exemple de Londres qui intervient sur une autre bourse. Nous, aujourd'hui, on est encore sur une bourse où on parle de dématérialisation de titres et non de dématérialisation de process. Les process ne sont pas encore dématérialisés. Et ça, c'est vraiment un frein. Sur la partie concernant cette liquidité, aujourd'hui, les sociétés de gestion et d'intermédiation et surtout les sociétés de gestion d'actifs travaillent énormément dans cette innovation en créant des produits, notamment les fonds communs de placement, qui permettent aujourd'hui de pouvoir attirer le maximum d'investisseurs, parce que l'investisseur, quand il n'est pas qualifié, il est recommandé qu'il se fasse accompagner ou qu'il rentre dans le cadre de produits déjà gérés. Ces produits gérés qui répondent à des profils différents peuvent permettre aujourd'hui de pouvoir collecter le maximum tout en ayant confié la gestion à un spécialiste. Il a été évoqué ce matin aussi la pertinence de pouvoir travailler à travers un écosystème vraiment intégré. Nous avons les compagnies d'assurance qui sont des collecteurs d'épargne par excellence. Nous avons les caisses de retraite, les caisses de sécurité. Ces entités-là doivent travailler en commun avec les privés que nous sommes pour que nous puissions les accompagner dans l'optimisation des revenus qui sont collectés et surtout dans la pérennité de tout ce qu'ils doivent payer en termes d'allocation. Donc je pense que c'est important que chaque entité, privée ou publique, puisse jouer son rôle. Nous attendons des États un accompagnement, une compréhension de nos attentes et surtout une meilleure participation à l'inclusion financière. Nous attendons des autorités, que ce soit le Conseil régional, la Banque centrale, des textes qui accompagnent la réalité, qui tiennent compte de la réalité de nos marchés, qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de ce que les privés expriment comme besoin, qui permettent aujourd'hui d'aller plus loin que ce que nous avons eu à faire. Et nous, privés,
Nous sommes fortement demandeurs de ces textes-là qui puissent permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Imaginez si aujourd'hui on arrivait à mettre en place les fonds immobiliers. Nous savons tous que les Africains, à la base, le meilleur investissement auquel ils pensent, c'est l'immobilier. Nous n'avons pas de texte jusqu'à date qui encadre les fonds immobiliers et tant d'autres. Donc je pense aujourd'hui, le temps est vraiment à faire sortir. Il y a quelqu'un ce matin qui a donné une phrase très pertinente. Nous réfléchissons 2 ans, nous mettons 10 ans pour mettre en action. Sortons tout ce qui a été mis dans les canevas depuis des années et exécutons. Parce que le temps n'est plus à la réflexion, tout a été déjà réfléchi. Nous ne réinventons pas la roue. Ce qui a été fait ailleurs, qui a marché, nous sommes capables de le dérouler chez nous et que ça marche. Et malheureusement, ça met trop de temps pour être mis sur le marché par les privés que nous sommes, parce que nous n'avons pas la réglementation qui va avec. Je pense qu'il faut une salve d'applaudissements pour cette intervention de Mme Kantoussan. C'était une intervention, on le sentait, qui venait du cœur. Je partage beaucoup de points qu'elle a évoqués, mais je remets la balle au centre à vous participants. Si quelqu'un veut rebondir là-dessus, l'intervention est la bienvenue. Je vois une main levée là au centre. Bonsoir ou bonjour à tout le monde. Moi, c'est Madame Diagne Nefama Constance Diop, responsable de la trésorerie et du placement du groupe Alliance Sénégal Assurance. C'est vrai, l'intervention de Madame Odile Kantoussan m'a fait tilt, parce qu'une compagnie d'assurance locale comme Alliance a des soucis pour souscrire à des obligations d'État du Sénégal cette année. Nous n'avons pas souscrit aux obligations d'État du Sénégal parce qu'à cause de la fiscalité. L'État du Sénégal nous dit que maintenant, les obligations d'État du Sénégal doivent être soumises à la TVA, ce qui est vraiment aberrant. Donc il va falloir, je pense que je profite de ce cadre-là. Je pense qu'il y a le représentant de la Banque centrale qui est là, à travers l'agence UEMOA Titres, qui est chargé de l'émission des bons du Trésor des États. Je pense qu'il va falloir poser ce problème-là, qu'on éclaircisse ce problème. Parce que nous, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous fait tilt. On ne peut pas avoir une société locale qui est ici au Sénégal et tout enregistrer les registres de commerce toute une année, n'a pas souscrit aux obligations d'État du Sénégal. Nous avons beaucoup plus souscrit aux obligations d'État de Côte d'Ivoire que d'État du Sénégal à cause de la fiscalité. Donc j'aimerais profiter de cette place-là pour que vraiment l'État du Sénégal nous édifie sur cette fiscalité-là. TVA sur les obligations d'État du Sénégal, 18%. Nous ne comprenons pas. Donc, je rejoins Mme Odile Kantoussan sur cette intervention-là. Il va falloir vraiment faire vraiment appuyer le cadre réglementaire pour que ce soit uniforme sur tous les États de l'UEMOA, parce que ça bloque un petit peu l'essor du marché financier. Merci. Merci. Quelque part, elle a titillé M. Adrien Diouf de l'UEMOA Titres. Je ne sais pas s'il veut intervenir avant qu'on ne continue avec quelqu'un d'autre. Bonjour et merci. Je voudrais peut-être juste faire une petite précision. Dire que l'agence UEMOA Titres est une structure, certes, qui a été créée sur l'initiative de la Banque centrale, mais n'est pas la Banque centrale. Nous n'avons aucune compétence en termes de réglementation. Nos prérogatives sont des prérogatives qui sont totalement séparées des prérogatives de la Banque centrale. Donc si cette question s'adresse à la Banque centrale, je ne me sens point concerné. Maintenant, si la question est une question sur la fiscalité des titres en général, c'est effectivement une réalité. Je ne suis pas au courant du cas précis que Madame évoque, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons remarqué sur le marché qu'il y avait une fiscalité qui était différente sur les titres publics en fonction du pays de résidence de l'investisseur. Et que par rapport à ça, on est en train d'essayer de travailler avec les États pour uniformiser tout ça. On est déjà en train de faire un état des lieux de la fiscalité des titres publics sur l'ensemble de l'Union,
qui va être un document qui sera partagé, qui sera public, disponible à tout le monde, qui sera rédigé avec la caution des États. Donc je pense qu'il pourra servir en tout cas dans le dialogue des problèmes que Madame aurait avec les autorités fiscales. Puis à l'issue de ça, nous proposerons un texte pour uniformiser la fiscalité des titres publics. Mais c'est là où s'arrête notre compétence. On n'a pas de compétence en termes de fiscalité, on n'a pas de compétence en termes de réglementation. La seule chose que l'on peut faire, c'est analyser une situation et tout comme nous tous ici, sensibiliser les États. Mais je pense qu'il y a des représentants aussi des États qui sont parmi nous. Hein. Donc c'est peut-être à eux qu'il faut donner le micro et non pas à Adrien Dufay, j'en suis moi. Merci, l'équivoque est levé. Mais avant de passer la parole à un panéliste, je pense qu'il y avait Mrs. Noy from the Asian Development Bank who wanted to intervene. Thank you. It's not more like intervening, more like a question to Mr. Mullerman from Bank of Uganda. I found you regional integration in East Africa very, very interesting. And in my view, working on regional integration in East Asia for quite some time, it makes a lot of sense, I think. And also in the context of East Africa, having the component on financial inclusion is an excellent idea, very, very impressive. But what I like to ask you, and we try to figure out this in our own region, is that, of course, all the member countries don't have the common currency. And when you start having one market, how would you deal with foreign exchange? Thank you. Thank you for that excellent question. We are tackling this through two mechanisms. We have a project that is meant to enhance currency convertibility, where we require the banks and the forex bureaus to list the cross rates of all the other currencies in the region. If you check any of the central banks in the region, you'll find that there's a page. For example, Bank of Uganda will show the Burundi rate, Kenya, Tanzania, and all the rates in the region. Now, that is the first stage. The next level is that each central bank has a commitment to buy the currency of the other central banks. In other words, if someone comes from Kenya with Kenya shillings and buys something in Uganda, that shop or that forex bureau or that bank that ultimately receives the Kenya shillings has the right to bring those Kenya shillings to Bank of Uganda. Okay? When they bring the currencies to Bank of Uganda, we can either buy them, or that bank, if it is a bank, can deposit the Kenya shillings on its account, and then we have, as a central bank, have agreed to repatriate these funds back to the originating country and deposit them on the account of that institution. We are trying to create an environment where the market becomes indifferent which currency you are using to buy or transact at in each of the in the region. The governors felt uncomfortable with having to transact through the US dollar first before you come back again into the region, or the euro, whatever other currencies. They want to create an environment where the cross rates are more liquid, and then the agents in the market become free to hold each other's currencies. And that's why there's an undertaking by each central bank to buy the other to receive or buy the currency of any other partner state central bank. Now, in addition, with the support of the African Development Bank and other development partners, there's been an enhancement of the payment systems. Now we have what is called EAPS, East African Payment System, where the funds are moved in any of the currencies within the region. You can seamlessly transact from any of the current countries and wire money to an account directly in any of the other currencies. So there are measures being taken to ensure that funds flow seamlessly and that currencies of the partner states are acceptable in each of the other currencies. Thank you very much, Stephen Mulema. So I hear that in the eastern region,
they found some solutions to their problem. They went through integration. But what I'm hearing from UEMOA, it's not integrated yet as it should be. We're talking about obstacles. I don't know if Kasim or Mrs. Kantousang would like to learn from the Eastern region, and if he would like to share more from the region how they did it. And having said that, you, Mrs. Odile Kantousang, started talking about the obstacles and those challenges, but I'm sure she stopped halfway through because she didn't want to say more. I don't know if Hasim would like to mention more those obstacles, but not only mentioning them, but telling us how we could solve those problems to have financial market more integrated in the region. Très bien. Comme je l'ai dit, donc les actions stratégiques que nous allons mettre en place pour améliorer, en fait, développer le marché financier régional, c'est bien sûr rendre accessible ce marché aux PME, PMI, en ouvrant bien sûr le troisième compartiment. C'est vrai, il y a le projet de Diaspora Bond, mais Madame Konso a dit oui, bon, mais il faudrait quand même qu'on y réfléchisse davantage. Et bien sûr, l'intégration pour nous sont les trois axes majeurs qui font partie du plan stratégique donc, de la BRVM pour développer le marché financier de l'UEMOA. Mais bien sûr, avec tout cela, il faudrait que nous ayons bien sûr l'appui des États, et bien sûr, quand je dis État, c'est bien sûr le régulateur également qui allège les textes, puisque nous avons une culture francophone où nous rédigeons les textes et nous imposons aux entreprises à rentrer dans ces textes-là, alors que la culture anglo-saxonne, elle libéralise le marché et après elle encadre, elle accompagne. Donc je pense qu'il faudrait que nous essayions d'aller dans ce sens-là. Thank you very much. I will link this to something that Stephen Mulema started touching on. It was linking what the project where they're linking local currency bond market to international central security depository because it's an important topic for agenda for countries willing to attract a pool of foreign investors. How do you see this being effective? How will that be? Yes. We do think it's going to be very effective. We have run it as a project. We have the vendors already linked some of the markets, but because we want to go live as one project, one market, we are waiting to put Rwanda and Burundi on board before we can have the project go live. This is just one component that we see as enhancing the development of the markets. More importantly, we are addressing some of the other challenges that affect the markets. Challenges to do with the liquidity in the market, challenges to do with the time it takes to settle instruments in the market. We want transactions to be settled, especially in the secondary market, on a T+1 basis. We have to agree to all these conditions as you know, the same conditions have to apply to all the currencies in the region. We have to have instruments by which agents can access local currency funding, either through swap markets or through local currency borrowing. We have to have currencies that are free-floating so that we remove unnecessary arbitrage by one agent going to one country, buying a currency, and then bringing it back and selling it in the other currencies. So there are certain standards we have agreed to in the region that must be adhered to by each and every country for this system to work, especially before we have a single currency in the region. But the part of the depository and the part of the price transparency is already a work in progress, and it should be going live anytime soon. Thank you. Thank you. Maybe Olufemi, you would like to say something about linking this local currency bond market to international central depository system?
Thank you. I think before I speak on that, let me say something about integrating markets to the question that the first participant mentioned. There's typically the fear that when you integrate markets, that order flow automatically will flow away from the smaller markets into the larger markets, and essentially cannibalizing one market in favor of the other. But the reality is that the evidence does not support this. You are invited to look at the Miller linkage as well as look at the ASEAN linkage. And when you look at those markets in terms of their market share of total traded volumes in the markets, the so-called smaller markets actually did not lose market share as much as the larger ones. So yes, ultimately, there are a lot of factors that go into play in maintaining integrated markets or any market at all, and it all functionally boils down to what does the issuer want and what does the investor want. An issuer typically wants to see demonstrated appetite in terms of capital available for him to access. He wants lower cost, and he wants a situation where he's protected from the notion of loss of control, which is an African thing in coming to the markets. So if you have an integrated market that reassures and demonstrates available capital, you are likely to get that man closer over the line of going public. When you have a situation where the holdings of his securities has the potential of going across more diverse participants, then he has a bit more comfort around the potential for somebody to aggregate his shareholding and take him out of his own company. When you have the potential for him to have more liquidity protecting the essence of his business, then you potentially don't have the opportunity for people to game his share price and acquire his company. That's on the issuer side. The investor wants basic things. He wants to make sure that he can earn a return. He wants to make sure that there's low cost. He wants to make sure that there's ease of access. And those are also the things that potential interconnectivity, if you like, not integration, brings to the table. So ultimately, what you find is that even within these markets, the things that are fundamental to attractiveness still has to do with the economy itself being attractive, the business viability of the individual security is important, and capital will always flow to where it is most attractive for it to earn a return and be able to return back to the investor investing the capital. So those are the most important things, as opposed to trying to protect this little fund that we have. I mean, when you look at Miller and ASEAN, you see that it's actually the bigger market that sort of ceded market share to each other, and it's more a function of the political, social, and economic activities that happen in one market against the other. So that being said, on the issue of linking local currency markets to international CSDs, I think is a grand idea. I think it's something that will potentially provide some level of comfort for the would-be aspiring foreign investor, because it essentially provides a capability for him to move securities he's investing in into his own existing depository account with a CSD within a system that he understands. However, there is also the potential for us to, as it were, enhance our own CSDs by making sure that they can actually still have those interconnectivities and facilitate the securities are dematerialized nowadays. And once you have a dematerialized security, all you need to do is work out the mechanism by which the record keeping can flow and the settlement of payments can flow. So either you go with one or the other, enhance your own domestic CSDs and have them intercooperate or interconnect within themselves, or you could also go with the option of connecting directly to an ICSD. So those options are always on the table. The most important thing for the investor is ease of transaction and having familiarity of the process, as well as the security of my investments. Thank you.
Thank you very much. Before we finish with this panel, I would like you to ask questions if you do have some. Yeah, I'm just curious in terms of integrating markets about listing requirements. Presumably, different exchanges will have different listing requirements. So, how are you going to harmonize listing requirements and even like accounting and auditing standards, or are they already the same in the EAC? Thanks. I can answer. We have the capital, the project, the East African Community Project has several working channels. One of them is the Capital Markets working channel, which addresses the requirements to list across the region. You heard earlier that when you list, for example, on the Nairobi, when you list in one market, your requirements, as far as the other markets are concerned, are already met. Those are some of the initiatives that have been agreed to under the protocols of the East African Community. So yes, the requirements are the same. The accounting standards have already also been agreed to, the international accounting standards. So there's already that cohesion in terms of the actual implementation. Just like we have the capital markets projects, we have also in the financial markets, we have protocols that we have agreed to in the region around what the instruments will look like, what the benchmark tenors will be, what the how we shall price our instruments, how we shall cross-price the currencies and things like that. So yes, they have been harmonized. Hello, just a quick one, Papsal from Citibank. I just have the understanding that yes, we have in East Africa some kind of ongoing integration process that is going on, and when we see in West and Central Africa that it's not happening. I just wanted to know if there is a kind of, if you have forums where there are discussion, what's the level of interaction that exists in between the two zone or region or so? If there are one or others, so what's the frequency and are there, do we see any coming outcome around those interactions between the two regions? Is that a question for Stephen or any of them? I would think for probably the one East Africa and other for the Francophone zone, probably. All right. There is that formal coordination, but from the East African side, we have two monetary affairs committee meetings every year. So we have a work program, and during those meetings, we report back on the progress made. So we are, continuously under pressure to have something to report. So what is agreed to we meet in February and in August, 2 times a year. So what we agreed to in February, we must show progress in August. And if we don't show progress, then we must show what we plan to do by February, the next meeting. So the frequency of the meetings does help, but I'm not sure that there's a formal. Yeah, that's what I'm saying. I'm not sure that there's a formal agreement between the two blocks to interact. Maybe Hassim has the answer for that. Oui, effectivement, au niveau également de l'UEMOA, dans le cadre du WACMIC, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 rencontres annuelles. Donc le président convoque et ils mettent en place leur comité. Donc pour faire avancer les choses, donc comme je l'ai dit, la première étape, donc c'était 3 phases. La première phase, elle a été réalisée avec succès. Bien sûr, comme on le disait ce matin, nous les francophones, on réfléchit 2 ans et on met 10 ans. Ces 3 phases avaient déjà été élaborées depuis 2013-2014. Les anglophones ont démarré, ont mis en place déjà la première phase en 2015. Nous sommes en 2017, nous les francophones, on n'a pas encore. Donc il y a effectivement des rencontres de place qui se tiennent tous les 2 ans. Ok, merci. Nous allons prendre encore 2 dernières questions avant de revenir. Enfin, j'envoie. Ok, 3 dernières questions avant de.
D'abord, là au fond. Yes, please. Merci, Étienne Tichimbi. Je suis assez loin du domaine de la finance. Depuis hier, j'entends éducation financière, inclusion financière. En sortant d'ici, quelles sont quelques actions concrètes qu'à mon niveau, par exemple, je pourrais mener pour y arriver, pour y contribuer? Et dans le panel tout à l'heure, il nous a été dit que les entreprises n'utilisent pas, ne sollicitent pas assez les marchés financiers. Qu'est-ce qu'il faut faire ou quel est l'accompagnement qu'on peut donner aux entreprises pour qu'elles puissent le faire? Merci. La deuxième question. Merci. Je suis préoccupé par les statistiques sur les sociétés cotées à la BRVM. Et vous avez indiqué 45 sociétés, dont 35 environ sont de la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir ce qui explique cette concentration des sociétés cotées en bourse à la Côte d'Ivoire et quelle stratégie la BRVM met en œuvre pour que les sociétés des autres États aussi soient, et sinon les sociétés des autres États viennent également à la bourse. Ou si vous attendez, c'est un jour l'intégration des marchés pour voir une plus grande participation des sociétés. Merci. So I will ask Hassim to answer very briefly this second question. The first one could be answered on enough because it's very broad. And then we will go, the panelists will, in 1 minute, do the last sales pitch before we give the floor to other panelists. Merci, Kassim. Merci. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est que, il y a la seule bourse qui existait dans la région, c'était la Bourse des valeurs d'Abidjan, qui a été créée en 1974. Donc, lorsque les chefs d'État de l'Union ont décidé de créer la bourse régionale, il fallait récupérer les 35 sociétés cotées sur la Bourse des valeurs d'Abidjan et les déverser au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bon, il y a d'autres freins également. Hein. En général, les entreprises, lorsqu'on les rencontre, elles sont très intéressées. Mais après, elles vous disent, ah oui, je dois trop communiquer. Ou ils vous diront, oui, je ne sais pas quel est l'investisseur, est-ce que mon concurrent ne va pas venir être actionnaire dans ma société? Bon, on leur dit, écoutez, ils vont dire, oui, je perds le contrôle de mon entreprise. Mais on leur dit que non, puisque un des critères d'admission à la cote, c'est qu'il faut mettre 20% sur le marché. Donc 20%, les 80%, vous détenez toujours la majorité de vos actions. Donc rapidement, pour ne pas mobiliser la parole, donc c'est un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie, c'est qu'on les démarche, on les forme, on les sensibilise, comme toute démarche classique. Thank you very much. Very briefly, Olufemi, in 1 minute, is there anything we haven't discussed that you would like to mention quickly? Okay, sticking to the 1 minute, I think some messages I would like to put out there upon this forum is to say that some of the things we need to work on in our individual markets and that will drive the sustainability of the capital markets is to ensure that we work with the governments and regulators to bring about framework schemes or programs that help to mobilize and demonstrate domestic savings. Because ultimately, it's domestic savings that has helped to develop all these other international capital markets that we are looking for flows to come from today. And if we develop the domestic savings in our markets, it doesn't preclude those flows from coming, but it helps to ensure that there's a base to sustain economic activity and financial intermediation within our markets. That's one. Two is, with regards to getting issuers to come to the market, one key thing will be incentives. I set up business to make money. The last thing I want is to come under any form of regulatory oversight or fear that is going to cost me money and without giving me any benefit. So I need to see the benefits. So it's good for you to tell me that, oh, if you come to the market, you can access money from the public, but there are also other channels of accessing money. And if, for as long as those other channels exist, I'm going to continue to weigh what are the commercial benefits for me to come to the market versus stay private and access other forms of money.
So we need to have incentives that actually encourage companies to go public and promote their ability to do business, as well as build up the investment capital that can sustain and attract them, as well as keep the economy going. Thank you. Very briefly, Stephen Mulema, same exercise, please. Well, mine is to congratulate AFMI for coming this far and to encourage each of us in our markets to do the best we can to ensure that our markets join the index. That will show certain development of our markets. And I think the AFMI could share with us, some of the criteria they use for the index, so that we all know, what are the key drivers that are paramount in terms of how to do, what we should aspire to get to at the end. Involvement of the index will make sure that at least we have some flows for institutions that are trying to replicate the index, and that can only be a good thing for our markets. Thank you. We've heard you, and we will do our bid. But I'm sure the audience would like to hear also from Mrs. Kantousang for 30 seconds, really. Thank you very much. Donc, vraiment, pour aujourd'hui, donner un mot de clôture, c'est vraiment un mot d'invitation. Déjà, nous remercions la BAD qui accompagne aujourd'hui les acteurs du marché dans la formation. Mais nous souhaitons aussi un accompagnement de la BAD dans l'animation du marché secondaire. C'est vrai que nous aurions souhaité avoir la BAD en tant qu'émetteur. Nous savons qu'aujourd'hui, pour des raisons de devise, c'est encore difficile, mais nous continuons à poursuivre cette démarche en espérant qu'un jour, nous aurons le plaisir d'avoir la BAD parmi les émetteurs au sein de notre zone. Donc l'animation du marché secondaire viendrait à ce que la BAD ou une autre institution sous-régionale puisse accompagner à travers la mise en place d'un fonds qui serait un fonds de contrepartie. Je pense aujourd'hui, si on parle de marché secondaire sans pour autant pouvoir travailler sur une courbe des taux, c'est vraiment difficile. Et travailler sur une courbe des taux nécessite un marché secondaire qui permet de pouvoir déterminer certains éléments qui sont indispensables dans la confection de cette courbe de taux. Nous sommes partis sur un marché financier qui, les 2 premières années, avait au niveau obligataire une moyenne de 100 et quelques milliards par année. Aujourd'hui, on est arrivé à un marché où les moyennes sont complètement dépassées. Donc, si on prend rien que ces dernières années, nous sommes à des moyennes qui dépassent les 400 milliards, sans tenir compte de ce que le marché monétaire nous apporte. Donc, nous avons aujourd'hui un marché des capitaux qui est réellement un marché qui a une taille significative. Quand nous prenons les opérations d'introduction en bourse qui ont été réalisées dernièrement, nous avons vu la place des personnes physiques dans les allocations. Ces allocations qui portaient sur des milliards assez significatifs ont été complètement absorbées par les personnes physiques. Et en même temps, on vit une situation où nous parlons toujours d'un manque de liquidité. Donc ça rejoint la question du monsieur au fond. Effectivement, nous devons continuer à poursuivre le travail pour pouvoir aller et donner l'information et amener toutes ces personnes qui ont leur épargne à pouvoir amener et être informés sur l'existence d'un marché qui leur permet de pouvoir rentabiliser leur épargne. On a parlé également de l'expérience de l'Afrique de l'Est. Nous entendons souvent les acteurs aller faire des visites de place hors du continent. Je pense qu'il ne faut plus aller loin. Il faut regarder ce qui se passe à côté, s'en inspirer, parce que rien que le modèle de livraison qu'ils ont réussi à mettre en place à travers les prises d'anticipation de devises à travers les différents pays, nous aurions pu le mettre en place entre la zone UEMOA et la zone CEMAC. Rien que ça. Les compagnies d'assurance qui sont dans la salle partageront l'expérience de la difficulté de faire un placement d'un investisseur basé au niveau de la zone CEMAC vers la zone UEMOA. Donc rien que ces deux-là, le problème est posé. Si en plus on rajoute
les autres zones, ce sera encore beaucoup plus difficile. Donc je pense que chaque entité a son rôle à jouer et à travers les rencontres, que ce soit des rencontres semestrielles ou autres, il y a lieu de descendre dans des comités beaucoup plus opérationnels, inviter les acteurs et autour d'une table, trouver les solutions et définir un agenda qui permet vraiment de pouvoir faire avancer les choses et non de rester au stade d'études pendant de très très longues années. Merci. Vraiment, it's a well-deserved round of applause, but it's not only for Mrs. Odile Kantoussan, it's also for Olufeni Onifade from Nigeria Stock Exchange. It's for Kasim Diop from representing the BRVM. It's also for Mr. Stephen Mulema from Bank of Uganda. So thank you very much, ladies and gentlemen, for attending this session. I know it was interesting, but it's not ending here. It's an ongoing discussion. You can continue the discussion within the room. Thank you very much. It's now time for coffee.